nous avons Bilal Beradi. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous, de nos yeux globuleux, de nos doigts engourdis et maladroits, de notre corps mortel et parfois sans dents, sommes une copie du Tout-Puissant. Et pourtant, la chute du paradis, suite au péché originel, démontra notre faiblesse tant physique, condamnée à perpétuité à s'enquérir de quelconque nourriture, que morale, assujettie à nos désirs et envies vils et vicieux. Le monde anthropocène n'est que tumulte, fracas et chaos. Comment l'homme peut-il encore se considérer comme une copie de l'être parfait, alors qu'il assène jour après jour des coups mortels à la terre nourricière qu'il a fait de lui ce qu'il est à présent, tel Brutus s'efforçant de mettre fin à la vie de César. L'original, de par son essence créatrice, surpasse sa copie, à l'instar du maître et de son élève, car n'est pas donné à quiconque le talent de création, ce tourbillon d'idées qui met au jour un chef-d'œuvre. Le créateur, qu'il s'agisse de Dieu ou de l'artiste, est affublé d'un titre supérieur à l'homme lambda, ordinaire, qui exécute sa tâche ingrate, de façon mécanique, de façon à créer des copies. Oui, la nouveauté, la création, l'innovation font des œuvres une entité unique, car pas un seul trait sur une feuille, un seul coup de burin dans le marbre frais, un seul coup de pinceau sur la toile vierge ne pourra être reproduit de la même manière. La copie, vulgaire ersatz du génie, est sanctionnée par une moquerie, ou au cas d'un plagiat brut, par une mauvaise note grâce à la fine analyse d'Urkund. La copie n'est que paresse cérébrale, lâcheté mentale et abandon intellectuel. Léonard, homme mûr d'une 50aine d'années de la haute Renaissance, le savait. Et il le savait, accoudé sur son plan de travail, le regard plongeant sur le visage angélique de cette Florentine, à la fleur de l'âge, commença un portrait qui devint œuvre. Et même si en contemplant de façon méprisante certaines œuvres que vous considérez si simples à réaliser que le plus jeune de votre fratrie pourrait les reproduire avec aisance, la copie n'est que tricherie, supercherie et faux. Faux comme la bienséance de Monsieur Jourdain. Faux comme une intervention militaire héroïque dans un pays du Golfe. Faux comme un président de gauche. À force de dupliquer et de tourner en rond sur la création passée, ne sommes-nous pas menacés par une uniformité dans le monde et par avoir le tournis ? Au festin de l'authenticité ne sont conviés que les créateurs, et les créatures crédules sont condamnées à pomper leur création. Un lion qui copie un lion devient un singe, selon Hugo. À défaut de piailler comme un primate, il vaut mieux rugir comme un félin. On sèche. On va reprendre cette idée des maîtres de la peinture et des copies. Une des grandes techniques pour un jour être à son tour maître, c'était justement de passer une très grande partie de sa formation à copier les chefs-d'œuvre des maîtres chez lesquels on était hébergé. Si vous devez choisir une œuvre, une seule, vous devez passer 5 ou 6 ans à la copier, la recopier, et à la fin, vous êtes à votre tour un grand maître. Quelle est l'œuvre que vous choisissez ? Ça peut être de la peinture, de la musique, de la littérature. Je pense que je choisirais le tableau de Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Et dans ce tableau, vous êtes qui ? Je suis le petit avec les flingues. D'accord. Vous savez que Victor Hugo le fait mourir. Ouais, mais là, je vais réécrire l'œuvre et je pourrai revivre. Ça marche. Urkund est-il le plus grand frein à la créativité ? Ce serait le plus grand frein de la paresse, surtout, pas de la créativité. Et alors, comment est-ce que vous défendriez, devant un conseil de discipline, le fait qu'Urkund tue la créativité ? À cause d'Urkund ? Ouais, comment vous justifieriez le fait d'avoir pris quelque chose et d'être pris la main dans le sac ? Je me sentirais mal. C'est bien, vous êtes honnête.
On a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Très bien, merci. Et nous passons maintenant au prochain sujet. La foule est-elle le refuge des faibles ? À l'affirmative, Louis Fouquard. C'est quand tu veux. Alors, Ah oui. avant que ce soit Oui, oui. quand tu veux, a priori, ça, essayez d'éviter de trop tapoter votre micro qui est là, parce que déjà c'est un peu chiant. Moi je le fais pour le son et ça, mais c'est chiant. Et puis ensuite, surtout, nous, du coup, par rapport à notre angle, généralement on voit votre main et on voit plus du tout la moitié de votre visage, et c'est un peu dommage. Et puis surtout, vous êtes agrippé au pupitre comme ça, c'est et on pas n'aime grave, pas on ça. s'en fiche, rigole. Il y a des gens qui ont gagné de prix Philippe, c'est quand même comme ça. Quand tu veux. La foule, l'oclos de Platon, ne saurait être vue comme un bien dans un état fort comme le nôtre. Il faut, pour que les puissants dominent, que la nation s'en déleste. La foule est multiple, multicolore, multiculturelle, multiconfessionnelle. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas le cadre qui convient au surhomme que Nietzsche nous ordonne de faire émerger. Un être fort ne peut pas s'abaisser au rang de la multitude, de la foultitude infâme des faibles. Il y en a qui croient que la foule leur donne du poids, de la légitimité. Il n'y a pas d'illusion plus grande. Celui qui se fait par la foule est défait par la foule. Celui qui se voit dominer la nation, parrainé par 2 millions de moutons, ne tarde pas à être déçu quand son troupeau se désagrège. 200 000 peuvent encore faire face, mais 40 000 sont dévorés par les loups. Fions-nous au peuple. Mais le peuple a perdu sa substance depuis qu'il est devenu foule. La colonne de granit s'est effritée comme un château de sable. Démocratie avilie, ochlocratie triomphante. La foule. Que voilà une engeance détestable. Je ne crois pas connaître quoi que ce soit dans le monde d'aussi bas, d'aussi abominable, d'aussi répugnant que la foule. S'y tromperait-on en évoquant dans la langue de Shakespeare son homophone foul ? Je vous en assure, il faut honnir la foule. La foule est cancéreuse. Il y a en elle des éléments faibles, immoraux, inférieurs et, bien pire encore, cette lie de la nation s'attaque au corps des forts. Elle les avale et les détruit. Le fort est dans la foule comme un jeune chêne dans un sous-bois trop dense, étouffé, empêché d'atteindre sa majestueuse maturité. Le fort ne peut se mêler à la masse, il doit la dominer. Qu'à la base de son tronc, dans les fourrés s'affairent 1000 mains. Le fort doit faire le beau temps et la pluie. Le héros n'est pas celui qui rejoint la foule, qui se couvre d'un manteau de chair pour se donner l'illusion de la valeur. Le héros marche en avant, projette son aura. Il fend la mer de son trident. Comme nous l'enseignait Horace, quand les forts sont tombés, il faut que s'avancent les faibles, et qu'ils soient maintenant les forts. Le fort combattant dirige la foule de son épée. Il la précède, pénètre le premier dans la mêlée. Il pique la foule et l'étrille, mais jamais ne rejoint la meute. La foule est l'ennemi des forts. Esselé, je veux qu'on me laisse à ma superbe, qu'on dresse un mur à mes frontières, que mon île prenne le large. Anachorèse, liberté, isolation. Il n'y a pas plus fort que soi quand on est seul. Merci, on va maintenant passer aux questions. J'en ai une pour commencer. Vas-y. Faut-il, comme le disait Bertolt Brecht, si le peuple ne pense pas bien, faut-il le dissoudre pour en élire un nouveau ? Malheureusement, certains ont tenté. Ils y ont réussi moyennement. Et je pense que c'est une expérience qu'on peut se permettre de qualifier d'inefficace. Soit.
Du coup, le 11 janvier, c'était un rassemblement de faibles et de lâches. Les forts ne sont pas dans la foule, ils sont dans le peuple. Le peuple se rassemble pour célébrer la musique, pour célébrer l'art, et quand Et donc parfois, ce sont les moutons noirs qui font peur à certains, qui rentrent et qui pervertissent la foule. Ce sont cette lie de la nation qui pervertissent et qui détruisent, qui en font justement une foule oclocratique. Merci. Ça veut dire quoi, oclocratique ? Ça vient de la République de Platon, c'est le penchant mauvais, négatif de la démocratie. C'est le pouvoir des foules, justement. J'ai appris un truc. Faut-il suivre les mutins de Panurge ? Panurge, en effet, sur son bateau, qui ordonne au premier qu'il jette un premier mouton à la mer et voit les autres le suivre, est un exemple assez malheureux de dictateur. Et je pense que l'exercice de la démocratie devrait nous permettre de combattre cette moutonite aiguë. Les mutins. Les mutins. Les mutins. Ah, pardon. Les mutins de Panurge. Alors là, c'est quelque chose qui me dépasse. C'était une citation, c'est pas grave. D'accord. On a une autre question encore ? Moi, je suis bon. Ok, et ben on est bon. Très bien. Merci beaucoup. Et sur le même sujet, à la négative, nous accueillons Lily Vessereau. La foule est-elle le refuge des faibles ? Mais enfin, les collégiades l'ont bien montré. Le refuge des faibles, c'est le campus parisien. Alors certes, un tel appel à la foule nancéenne, s'en référant de cette manière aux collégiades, peut sembler un refuge facile pour pallier une éventuelle faiblesse. Mais enfin la foule, refuge des faibles, cette affirmation est bien évidemment fausse. La foule, c'est le lieu des fous. S'immerger dans la foule, c'est céder volontairement une partie de qui l'on est, de ses convictions. S'immiscer dans la foule, c'est reconnaître son insignifiance pour porter un vêtement qui nous sert par endroits mais qui baille plus qu'un étudiant en séjour d'études. D'ailleurs, Emma et Marine, j'ai vu que vous étiez là, ça me fait très plaisir. Mais s'intégrer dans la foule, c'est aussi se rassembler pour mieux faire face et pour défendre nos intérêts communs. J'entends que rejoindre la foule serait aussi simple que se laisser porter par les vagues. Se laisser porter par les vagues. Simple. Laissez-moi vous raconter une histoire de ma tendre enfance. Alors que nous étions en vacances au bord de la mer, la mienne décida qu'il était temps de me donner mon indépendance, de me libérer de ce qui, pour elle, était le véritable refuge des faibles, les brassards. Mon père, sûrement inconscient à l'époque du prix d'un logement étudiant, décida pour ma survie qu'il fallait que j'apprenne à faire la planche. Vous savez, ce processus, il consiste à se laisser flotter, dériver jusqu'au rivage. Le problème était que, à cause de mes rondeurs d'enfance, qui mes 18 ans passés, je dois reconnaître, n'en sont pas, je coulais. Je me laissais emporter, noyer, piétiner par cette masse. Parce qu'il est facile, seul, de penser savoir flotter. S'estimer assez fort dans sa baignoire. Mais s'il y a une chose que la vie m'a apprise, c'est que la planche et le lâcher-prise se travaillent. Que se laisser porter par une masse d'eau ou d'individus nécessite de la persévérance et de la prise de risque. Mais je sens que notre public science-piste politisé ne prête guère qu'une attention faiblarde à mes histoires de jeunesse. Prenons donc un exemple politique. Cette foule sous la pluie du Trocadéro, venue soutenir son élu, serait faible. Alors certes, à défaut de mers rouges s'ouvrant en deux, de mères patries les accueillant, les bras ouverts, ils ne trouveront
Vraisemblablement qu'une mairie dont le seul côté marin les peine, Le Pen n'étant pas plus honnête et moins européen. Mais ne peut-on, ne doit-on pas admirer ce travail d'expiation d'une faute commune, une faute qui n'est même pas la leur? Et puis, pourquoi s'intégrer dans la foule ne serait pas, au contraire, un acte courageux? Pourquoi être consensuel, être d'accord, être bien-pensant serait négatif? Aujourd'hui, j'affirme devant vous, je suis une bobo islamo-gauchiste. Je trie mes déchets, j'aime les brunchs et oui, je mange du tofu. Et non, ce n'est pas facile d'appartenir à cette foule silencieuse qui se tait, qui se cache, qui se sait singer et satiriser. Et si je suis banale, c'est que je dois me laisser mener en bateau. Et pourtant, je brandis à bras le corps cette singularité du mimétisme de la moyenne, dans lequel je ne faiblis pas, dans laquelle je ne me réfugie pas, mais dans lequel je me défoule. Alors, d'abord une question très pratique. Qui sont Emma et Marine? C'est vous deux. Parce que tout à l'heure, elles ont commencé à faire des signes comme ça en haut, et j'arrivais pas à comprendre, donc il faudra qu'on m'explique un jour. La question, mais j'y viens Grégoire, j'y viens. Est-ce que vous estimez avoir pris ce soir un risque? Alors écoutez, oui, j'estime avoir pris un risque. Alors, il faut savoir que je suis encore à Nancy pour un semestre et demi, et que le moindre bafouillage, le moindre cafouillage, la moindre faute, la moindre erreur pourrait m'être rappelé incessamment par un sourire, par un murmure, par un regard, et que oui, j'ai pris un risque et que j'en avais très peur. D'accord. J'ai une seconde question. Jusqu'où vous laisseriez-vous dériver? Je pense qu'on peut dériver jusqu'à ce qu'on atteigne les limites fixées par les autres. Fixées par les autres pour leur propre protection, fixées par les autres pour leur amour-propre, pour leur estime d'eux-mêmes. Et je pense que lorsqu'on se laisse dériver, c'est un acte qui est personnel, qui est solitaire, mais qu'il faut penser toujours aux autres aussi. Alors moi j'ai une autre question. Elle est moins intellectuelle parce qu'elle porte sur le tofu. Pourquoi, parce que vous en êtes, pourquoi est-ce que les gens qui mangent du tofu cherchent à chaque fois à m'en vendre? Le tofu est-il un sacerdoce? Alors écoutez, vous avez déjà entendu parler du tofu? Alors le tofu est un mets issu du soja qui est fort délicieux, qu'on peut préparer à la poêle, en soupe, dans de multiples manières. Le tofu, voyez-vous, c'est un peu comme apprendre à redécouvrir la nourriture. Le tofu, c'est fondant, crémeux et onctueux à la fois. Le tofu, c'est fou le tofu. Ça va être bon pour nous. Merci beaucoup. Et d'autant plus, merci beaucoup à vous ainsi qu'à la personne qui va vous succéder et qui est déjà en train de se préparer, puisque vous êtes les deux seuls candidates. Et je vais me permettre, parce que la salle est au moins à parité parfaite, et je pense même qu'il y a un peu plus d'étudiantes que d'étudiants dans la salle, et du coup ça m'énerve un peu de constater que sur les 12 candidats qui vont passer ce soir, il n'y a que 2 candidates. Mais il a raison. Le problème, c'est que comment on devient jury? On devient jury en prenant la parole, en s'investissant dans l'association, et au bout de quelques années, on devient jury. Mais si à l'origine, il n'y a pas des étudiants de première et des étudiantes de première et de deuxième année qui choisissent de ne pas s'investir, de ne pas y aller, c'est dommage, parce qu'en plus, la candidate qui vient de passer a parfaitement montré qu'elle était pleinement légitime dans ce concours-là. Et hier, j'étais à Poitiers, et à Poitiers, il y avait la moitié de candidates. Et là, pour le coup, c'est un vrai mauvais point par rapport à Nancy. Donc je compte sur vous l'année prochaine, je compte sur toutes les premières années qui sont là, pour que l'année prochaine, je ne serai pas là en tant que jury, mais qu'il y ait un maximum de candidates. Et donc, j'annonce la prochaine candidate sur le sujet « L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud ?» à l'affirmative, c'est Marie Vassan. L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Oui. Rez-de-chaussée. Mais
Que cherchent-ils tous? Que voient-ils tous là-haut? Tu ne le sais pas. Tu ne les comprends pas. Tu les méprises, ces grands, qui en plus de leur entreprise dirigent maintenant le monde. Tu es si bas que de leurs grandes fenêtres, ils n'ont une seule pensée pour toi. Mais tes parents, tes amis, tes connaissances, tes professeurs, tous n'ont qu'un seul mot à la bouche. La réussite. Premier étage. Cette réussite reste lointaine, certes, mais l'idée est exaltante. Pourquoi pas moi? Pourquoi subir si l'on peut changer les choses? Tu t'imagines décideur de demain rétablissant la justice? Tu ne seras pas comme ces pourritures actuelles, non. L'argent ne t'intéresse pas, le pouvoir non plus. Ce ne sont que des outils pour arriver à transformer cette société inégalitaire que tu exècres profondément. Deuxième étage. Tes idées ne sont pas comprises, on te qualifie d'utopiste, de rêveur. Déçu, tu cloisonnes tes pensées non formatées dans un silence résigné. Visiblement, réussite rime avec succès. Mais comment se faire aimer quand on diffère tant de la norme? Troisième étage. Palier après palier, compromis après compromis, tu as fait ton petit bonhomme de chemin. Maman est fière, même si elle ne comprend pas vraiment ce que tu fais. Papa parle de toi à ses collègues de travail. Bien que tu les aimes sincèrement, tu n'as plus le temps de les voir. Il te faut rester concentré. Tu es sur la bonne voie, tu le sens. Sixième étage, tu vas bientôt récolter le fruit de ton travail acharné. Cette place, bien sûr qu'elle te revient, mais force est de constater que les regards extérieurs ne sont plus les mêmes. Tes alliés s'offusquent devant ces manifestations qui ont lieu devant votre société. Le but est proche. Pourquoi mettre cette ascension en péril en te faisant remarquer? Tu auras bien le temps de leur venir en aide quand ta situation ne pourra plus être menacée. Septième étage. Cette nouvelle vie comporte une multitude de personnes charmantes, dotées d'un esprit absolument charmant. Rythmé de réunions, de dîners, de cocktails mondains, ton quotidien ne connaît pas de répit. On t'admire pour tes conversations de qualité, pour tes positions très modérées. Après tout, tu avais sûrement tort, le succès n'est-il pas ce que tout le monde recherche? Tes amis d'enfance auraient dû le comprendre. Au lieu de ça, ils t'ont lâchement tourné le dos. Dernier étage. Ça y est, tu y es arrivé. La tête dans les nuages, pourtant tu ne rêves plus. De ta gigantesque terrasse, tu les vois trimer. Après tout, dans cette énorme fourmilière, chacun a sa place. Et finalement, quand ils se plaindront de ne plus avoir de pain, tu leur diras d'aller manger de la brioche. Ils te dégoûtent. Leurs excuses ne valent rien. N'en es-tu pas la preuve ultime? Quand on veut, on peut. Mais n'oublie jamais cette phrase qu'un jour le peuple auquel tu as appartenu a crié « Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. » Qu'importe l'époque, qu'importe le lieu, ceux qui, après l'ascension perdent pied, perdront la tête. Qu'y a-t-il entre le 3e et le 6e étage? C'est une ellipse. C'est une ellipse parce que le discours est 4 minutes. Si l'ascenseur social mène à l'échafaud, est-ce que les aristocrates ne nous rendent pas service? Si l'ascenseur social mène à l'échafaud, est-ce que les aristocrates nous rendent pas ça? Ah, d'accord, oui, pardon. Excusez-moi. Finalement, mais puis non. Tout le monde veut prendre l'ascenseur social. C'est une chose que tout le monde fait, que tout le monde veut faire parce que cela nous a été inculqué. Et au final, est-ce que nous ne deviendrons pas tous ces aristocrates un jour? Est-ce que Robespierre n'aurait pas mieux fait de prendre l'escalier? Quand on voit la fin de Robespierre, finalement, il s'est fait prendre à son propre jeu, donc oui, il aurait dû prendre l'escalier et prendre moins de temps. Enfin, plus de temps. Je crois qu'on est bon pour les questions. Merci beaucoup. Merci. Sur exactement le même sujet, mais cette fois-ci à la négative, on applaudit Jacques Poitrinal. C'est quand vous voulez. Ouais, j'y vais. L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Non.
Qui a posé cette question? Montrez-vous. À défaut de savoir qui vous êtes, ce sujet m'a appris à vous détester, à vous analyser mieux. J'ai tenté de vous comprendre. Peut-être un énième intellectuel, vicieux, perdu et plongé dans ses livres, depuis si longtemps, qui n'a pas pris la peine de lever la tête pour regarder un peu. Regardez quoi? Regardez simplement que la pratique a dépassé la théorie qui vous semble si parfaite. L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Un ascenseur qui monte et qui descend, que l'on prend à souhait pour évoluer au nom de la méritocratie d'une classe sociale vers une autre. Et au bout, un échafaud. Nul besoin d'installer cet échafaud-là, où vous les attendez, ces vicieux parvenus. Cette entreprise coûteuse vous causera bien des soucis. Vous chercherez longtemps le bois nécessaire à sa construction. Les larmes de sueur, de sang et de fatigue couleront sur vos joues, comme sur votre carrelage, qu'il vous faudra changer d'ailleurs. Vous ne me croyez pas? J'ai moi aussi eu la chance de pratiquer et de côtoyer un peu le monde de l'échafaud. Le sang tache beaucoup. La nuque, en outre, est une partie du corps humain assez dure à trancher. La peau, en se déchirant, émousse très facilement les lames, ce qui demande des heures d'entretien après chaque décapitation. Sans parler du cadavre de parvenu, très compliqué à traiter, puisqu'il est souvent dans la force de l'âge. Pourquoi installez-vous un échafaud tout là-haut, là où vous êtes déjà si bien? Ne vous salissez pas les mains, ils arrivent, ils viennent vous bousculer et prendre votre place. Coupez donc le câble de ce maudit ascenseur et continuez à théoriser les classes, à les caractériser dans vos écrits. Laissez-vous vieillir dans vos idées et dans l'imagination futile qu'on devra toujours monter et descendre pour exister. Excusez-moi, je m'emporte. Et pourquoi s'attaquer et me défouler contre vous? Je ne suis pas à votre hauteur, je ne suis pas de votre trempe, et j'en suis bien heureux. Je suis d'ailleurs une personne très heureuse. Heureuse ici où les règles sont bien différentes de votre petit îlot parisien. Ici où l'on vit étrangement, avec peu, mais bien. Dans le partage et le pragmatisme nancéen. Ici où le budget de toutes nos associations est celui de l'une de vos campagnes BDE. Car au campus de Nancy, tout est petit. Personne ne veut se distinguer socialement, mais personne ne perd sa Rolex car personne n'en porte. Loin de moi l'idée que nous ne sommes pas privilégiés, mais loin de moi l'idée que nous sommes une classe sociale à part entière. Faut-il toujours chercher à monter en écrasant les autres? J'ose espérer que non. Que mon diplôme ne me rendra pas supérieur à un autre homme, ne m'obligera pas à côtoyer exclusivement un seul et unique type de personne. Car j'ai faim, je veux voir de tout, et il n'y a pas de fenêtre dans votre ascenseur. Alors s'il vous plaît, laissez-moi parler allemand, arabe, espagnol. Laissez-moi rêver, créer et être. Plus encore, être cet étudiant qui vit chez ses voisins, partage, fête, pense et rit. Laissez-moi du temps, 2 ans seulement, à vous dire que cet ascenseur n'existe pas, simplement, car je vis comme un pauvre dans mon petit squat si mal rangé mais si riche de cerveau et de culture. De culture et d'échange. Et d'abord d'ouverture sociale, bien sûr si vous voulez, mais aussi internationale, européen, ce que vous n'avez pas à l'étage suprême rue Saint-Guillaume. Laissez-moi oublier que mes amis sont fils d'ouvriers, de patrons du CAC 40, autrichiens, allemands, palois ou parisiens. Laissez-moi enfin les aimer pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont décidé d'être à Nancy, dans un cursus où ils se forment par les choix qu'ils prennent, pas par les choix qu'on leur impose. Laissez-moi rêver avec eux, avec ceux qui veulent être riches, ceux qui veulent être connus, ceux qui veulent être libres. Laissez-moi leur dire qu'au bout de l'ascenseur qui les montrera vers leurs rêves, il n'y a pas vous, moi, un échafaud sur du carrelage froid, mais simplement la personne qu'ils désirent être.
Merci. On va maintenant passer aux questions. Vous nous dites que dans votre ascenseur, il n'y a pas de fenêtre. Ma question est donc la suivante. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, fabricant d'ascenseurs sociaux? Fabricant d'ascenseurs sociaux? Vous m'avez pas du tout écouté là. En fait, je suis contre l'ascenseur social. Parce que je pense qu'il ne doit pas mener à un échafaud et je suis contre... je suis contre la réforme en fait, je vous l'ai pas dit. Tout simplement. C'était une très belle ode par rapport à votre campus et assez touchant. Simplement, j'aimerais maintenant que vous m'expliquiez à quel point vous avez hâte de faire les 2 ans de votre master à Paris. Alors, en fait, déjà, je dois vous avouer quelque chose. Et je dois vous l'avouer aussi à vous, mes chers camarades et élèves On est entre nous. de Sciences Po Nancy. Je l'ai peut-être pas dit à tout le monde, mais je suis parisien. Et j'habite pas très loin de la rue Saint-Guillaume, donc ça devrait pas trop me changer. Donc franchement, pas trop d'appréhension. Il vient de nous faire pleurer sur la misère sociale alors que le type il est pété de thunes et il vit dans Exactement. de Paris quoi. C'est pour ça que j'adore ce genre de concours d'éloquence où on peut prendre un personnage et s'amuser à taper un petit peu sur des Parisiens arrogants. Mais c'est très bien, c'est exactement Donc ça. il est breton, je suis corrézien, donc c'est toi le plus parisien, tu vois. Merci beaucoup. Merci, Bravo. merci. De rien, merci à vous. Et nous avons maintenant sur un autre sujet, séduire, est-ce tromper à l'affirmative, Antoine Leclerc. Le type il a son fan club qui est là. On espère que le Enfin, discours va être aussi bon. Ah. Antoine, dès que tout le monde s'est calmé, c'est quand tu veux. Séduire, est-ce tromper? Oui, séduire, c'est tromper, mais c'est dur de le démontrer. En effet... En effet, le sujet que j'ai su mardi est mon premier sujet. C'est ma première fois, je suis un peu gêné. Mais le hasard fait justement que j'ai assez bien les choses, car j'ai autant d'expérience en éloquence qu'en séduction. C'est dire, quand j'ai écrit ce discours, je devais vous séduire, mais j'avais peur de me tromper. J'ai donc eu le réflexe qu'aurait eu, je pense, n'importe qui, enfin n'importe quel élève de terminale commençant la veille sa dissertation de philosophie. J'ai recherché la question sur Internet, en quête d'inspiration. Je suis alors tombé sur ce merveilleux vivier de témoignages poignants et finement analysés, Doctissimo. Vous connaissez sans doute ce fléau capable à la fois de vous éclairer sur le mal au cervical, le cancer colorectal et les bienfaits du sexe anal. Sur une page du forum Psychologie, un invité demandait ainsi un avis si, pas lui mais son ami, en couple, pouvait éthiquement continuer à s'adonner à la drague éhontée. Ce à quoi l'illustre Lulu du 9-2 répondit de manière assez cohérente, non MDR. Alors, Alors, j'étais convaincu, mais je sens encore dans mon audience un vague sentiment de méfiance. J'ai donc cherché un commentaire peut-être plus fourni. Et quand j'ai quitté le site 4h30 plus tard, j'ai compris que j'étais peut-être parti sur une mauvaise piste. Je me suis donc savamment braqué vers la rubrique images de mon moteur de recherche, dans l'intention de trouver une citation, séduisante pour un jury et trompant ses membres, faisant passer un abruti pour un sage érudit. Or, les mots-clés séduire, tromper ne me menaient nulle part, si ce n'est à des amants dans le placard et des coïdes endiablés. J'étais désespéré, et j'essayais désormais d'appréhender autrement la question. De ne plus voir la séduction comme un simple objet de désir charnel. La publicité n'est-elle pas l'exemple même de ce mélange entre séduction et tromperie? Qui s'imaginait par exemple, en voyant les lèvres pulpeuses et le calipige idyllique d'Uma Thurman sur un divan, boire par la suite une boisson aussi triste et amère que le tonic? What did you expect? Une boisson un peu plus convenable peut-être. Pardon, je m'égare, mais passons ainsi à la politique si je ne vous ai pas convaincu. N'est-il pas chez tous nos hommes d'État
Sauf Macron, une part de séduction pour ensuite nous tromper avec délectation. Enfin, les sciences-pistes les plus commerciaux m'accuseront d'anticapitalisme. Les futurs énarques les plus tenaces de populisme. Je ne parviendrai sans doute jamais à vous transmettre mes convictions. Mais cela paraît tellement logique. Oui, nous connaissons tous autour de nous ces donjons des temps modernes, capables de séduire des milliers d'amantes pour fuir à cette heure pétante retrouver leur conjointe. Oui, nous avons tous autour de nous ces pseudo-Jacques Brel promettant monts et merveilles et perles de pluie à leurs soi-disant dulcinés, tentant de la reconquérir pour une 250e fois et pour la quitter une semaine passée. Oui, comme le disait un chef-d'œuvre que je ne vais pas citer par peur, on peut séduire 1000 personnes une fois, on peut séduire une personne 1000 fois, mais on ne peut pas séduire 1000 personnes 1000 fois. Merci. Ah ok, d'accord. C'était un discours qui s'est terminé comme ça sur le micro comme ça. Mais les nôtres, ils sont pas aussi forts, c'est dégueulasse. C'est quoi votre drogue, sérieux? Parce que déjà, on avait machin là-bas qui était complètement perché avec ton TNT. Et alors là, on a un nouveau produit stupéfiant. C'est assez intéressant. J'ai pris le même que Macron, justement. Ah oui. Donc, vous nous avez expliqué que vous étiez assez peu inspiré par ce sujet. Il faut savoir que séduire et se tromper, c'est un sujet absolument honteux qui tente de rendre convenable le sujet original qui est sucer et se tromper. Est-ce que ce sujet vous aurait plus inspiré ? Pas vraiment, je pense aussi que sucer c'est tromper. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'ai deux questions. La première, c'est bien entendu la question qui est venue à l'esprit de tout le monde. C'est quel est votre lien de parenté avec Bernard Thibault ? Et la deuxième, c'est a-t-on un droit de tromper ? Alors, pour ce qui est de mon lien de parenté avec Bernard Thibault, je n'en ai aucun. Voilà, je suis désolé. C'est juste comme ça, c'est pas grave, c'est pas Voilà. grave. Et la deuxième question. Et puis c'est n'importe quoi de poser toujours ces mêmes questions du grand patronat, là, du grand capital, toujours les mêmes à mettre en question les travailleurs. Toi aussi, t'as une chambre dans le 16e arrondissement à Paris où ça se passe Non, comment ? non. Moi, je suis provincial. D'accord. Je suis quelqu'un de la vraie France. Sinon, je ne pense pas que j'aurais osé mettre un pied sur ce Il a projet. toujours pas répondu à la question en fait. Mais je me souviens pas de la question. Est-ce que parfois peut-on avoir parfois, dans certaines circonstances, le droit de tromper ? Le droit de tromper, je pense que c'est comme le droit de séduire. Il est parfois trompeur. Bon, d'accord. Et j'ai une dernière question, et je tiens par avance à m'excuser parce que ça me gêne d'aborder ces sujets-là, mais vous en avez parlé, et je vais reprendre vos mots, et je suis vraiment mal à l'aise. Vous nous avez fait la distinction entre le plaisir du sexe anal et le dépistage du cancer colorectal. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me détailler cette différence ? Ça me gêne, personnellement. Non, pour ce qui est de, justement, Doctissimo, je pense que c'est un réseau social qui unit absolument toutes les personnes, qui soient provinciales, parisiens et cancéreux ou joyeux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et sur la même question, toujours séduire et se tromper, mais cette fois-ci à la négative, nous accueillons Raphaël Hasenknopf. Alors, séduire, est-ce tromper ? Non, bien sûr que non. Séduire, c'est être soi-même, comme l'affirme une grande intellectuelle de ce monde. Un modèle quotidien pour moi, qui me garde à chiant.
Chers camarades, alors que s'abat sur la France le fléau du divorce, son taux étant de 52% selon la page lesprêtresatterrés.fr, nous devrions assouplir les critères du mot tromper afin de donner une chance au couple d'éviter le naufrage qu'est le divorce. Je vais donc plaider ce soir pour que séduire une tierce personne ne soit plus considéré comme trompé par vous, et je me lance le défi de changer les mentalités moyenâgeuses et dépassées que vous venez d'applaudir dans le discours précédent. Tout d'abord, je souhaite commencer par dédiaboliser la séduction. Amadouer est une chose naturelle, permanente, qui s'opère spontanément, instinctivement, voire même involontairement. S'insurgir contre le flirt signifierait mener un combat vain contre une partie de soi-même, torturer son subconscient, dénaturer son propre caractère. En plus d'être impossible, ce combat n'est pas souhaitable. Séduire, c'est enjôler, fasciner, captiver, charmer, envoûter, ravir, enchanter. C'est se laisser aller au plaisir d'un petit jeu d'échange de regards, de sourires, de clins d'œil, de numéros de téléphone aussi. Cela permet même, si vous êtes en couple, de vérifier que vous êtes toujours attractif, de maintenir éveillé votre sentiment de plaire, de vous redonner confiance. Séduire, c'est être bien dans sa peau, comme dit Michel Polnareff. Alors, puisque cela est agréable, pourquoi s'en priver ? Sous prétexte de la fidélité envers un conjoint, nous devrions cesser d'être naturels et heureux. Chers camarades, laissez-moi vous démontrer par certains exemples connus de tous que séduire n'implique pas obligatoirement tromper. La meilleure preuve se trouve en politique, milieu pourtant connu et haï pour ses éternelles supercheries. Prenons Emmanuel Macron, qui charme un électorat de droite contrarié tout en restant fidèle aux votants de gauche anxieux, ou bien Jean-Luc Mélenchon, qui attire les communistes sans rendre ses insoumis cocus, ou encore Marine Le Pen, qui semble séduire 40% des Français sans pour autant tromper les idées d'extrême droite de son père. Je souhaiterais également partager avec vous, chers compagnons, un exemple plus personnel, tiré d'une de mes nombreuses aventures de séduction. En dessous de chez moi, au 122 avenue de Strasbourg, à 2 pas d'ici, habite une femme fort sympathique. Pendant près de 2 mois, je l'ai quotidiennement observée gratter ses tickets de loto, sans jamais oser lui adresser la parole. Je savais qu'elle sortait assez peu, malgré le fait qu'elle fume et boive. Ayant l'habitude de cultiver d'étroites relations avec mes riverains, je me suis lancé dans le fabuleux jeu de la séduction, avec cette intrigante voisine qui semblait inaccessible. Ce fut d'abord une poubelle sortie de temps en temps, accompagnée d'un bonjour mielleux, puis des courses faites en commun régulièrement, et enfin des conversations enflammées par email jusqu'à pas d'heure, durant lesquelles j'appris à la connaître plus amplement. Elle me dit un jour, au détour d'un thé, « Tu es un charmant garçon. » Cette femme, Jacqueline, 74 ans, je la séduis donc sans que quiconque ne puisse m'accuser de tromper ma petite amie. Chers amis, je souhaite revenir maintenant, en guise de conclusion, sur l'étymologie même de séduire. Le mot provient du latin seducere, qui signifie détourner. Séduire, si nous illustrons la vie amoureuse par des chemins, c'est donc s'éloigner l'espace d'un instant de son trajet originel, c'est bifurquer pendant quelques secondes de sa route initiale, c'est dévier durant un clin d'œil de son itinéraire premier, mais ça n'est en aucun cas tromper, prendre définitivement une autre voie sans issue, choisir un chemin s'achevant en plan cul de sac. Alors certes, séduire est une pente glissante. Mais pour rester loyal envers son conjoint, il suffit de fixer une limite claire, d'ériger une frontière distincte, de délimiter un cadre net afin de ne pas confondre détourner et retourner, séduire et enduire. Première question, comment va Jacqueline ? Jacqueline va plutôt bien, elle est morte hier, mais elle m'aimait, donc ça l'a rendue heureuse. Ok. Une autre question ? Vous pensez quoi d'une éventuelle réforme de la politique agricole commune ? Là, c'est parce que vous étiez en manque d'inspiration de questions, j'ai noté, donc vous me demandez ça. Qu'est-ce que je pense de la politique agricole de quoi ? De la PAC. Je suis plutôt pour, même si je m'en fiche un peu. Voilà, oui, non, c'est une bonne idée en soi. Autre question. Séduire sans tromper, est-ce que ça marche ?
Est-ce que ça marche? Je pense que j'en suis l'exemple vivant. Quand je regarde un peu l'amphithéâtre, là je note le rang du fond, pardon. Je sais tous là-bas, je les séduis et pourtant je trompe pas. Est-ce que ce soir, en vous écoutant, on a touché le fond? Je pense que je vous ai séduit, mais je vous ai pas trompé, donc non, on n'a pas touché le fond. Non, on n'a pas touché le fond, enfin ce serait un petit peu méchant. Ah oui, quand même. Moi, c'est bon. C'est bon. Moi aussi, Parfait. c'est bon. Merci beaucoup. Merci bien. Et sur le dernier sujet, à l'affirmative, faut-il rester fidèle à ses 20 ans? Vincent Chaumet. C'est aussi ma première fois. Faut-il rester fidèles à ses 20 ans? Oui. Quand on est laid, on n'a jamais 20 ans. Anouilh n'a pas tort. Disserter sur les inégalités à Sciences Po, c'est un impératif, voire un rituel. Pourtant, on ne parle jamais de celle-là d'inégalité. Celle qui est bien moins sensible aux déterminismes ressassés, tels que le capital culturel, économique, le genre, la mention au brevet, ou que sais-je encore, qu'au canon de beauté de l'époque ou à l'aptitude sociale. Dans une société communiste accomplie, ces mécanismes iniques fatals seront sans doute toujours à l'œuvre. Ceux qui font qu'alors que dégouline le bonheur de ces gens beaux, charismatiques ou ayant atteint une certaine résilience sociale, survivent plutôt que vivent des êtres insatisfaits, aliénés par la comparaison avec les premiers. Ajoutez à cela l'insécurité rampante de l'insertion future dans un marché du travail toujours plus concurrentiel, et vous obtiendrez, de surcroît, le développement d'un habitus particulier, le médiocre. Car le Zola de notre temps ne s'est pas trompé. Après la dérégulation sauvage du système économique, où trouver sa place est une lutte pouvant s'avérer être un calvaire pour beaucoup, est venue celle du système affectif, où trouver son lit n'est plus garanti. Parce que, comme le bétail qui pressent l'abattoir, nous, apprentis cadres, anticipons la rivalité mimétique avec nos camarades. Non, je ne m'éloigne pas de la question. À 20 ans, avec au moins 80 ans d'espérance de vie, on vit essentiellement pour demain. Demain nous bouffe jusqu'à notre sommeil. Et demain, vu aujourd'hui, nous promet un joyeux banquet cannibale, où pour aboutir à l'équilibre, comme le dirait notre bon vieux Wasmer illustré, la concurrence jouera plein pot. Dit autrement, et peut-être plus justement, les bons salariés se bafferont des mauvais. Donc permettez, mais si les futurs mauvais salariés et, virgule, s'ils ont cette chance, virgule, potentiellement, érotiquement peu compétitifs, doivent être fidèles à leurs 20 ans, il n'y aura qu'une explosion de la demande d'anxiolytiques d'obtenus. Donc non, tous les jeunes ne sont pas égaux face à leur 20e année de vie. Au risque d'être accusés d'apologie de tuerie de masse, je dis que les êtres frustres, desservis par la nature et la vie, pour rappeler aux belles personnes qu'elles n'ont rien fait pour leur heureuse condition et qu'elles l'oublient trop souvent, doivent ne pas s'incliner devant le statu quo, mais par un geste civique contribuer au rétablissement d'un juste équilibre. Mais oui, je sais, aux gentils de s'épanouir et aux vilains de se résigner et de baisser la tête. Pourtant, il existe bel et bien une raison de demeurer fidèles à ses 20 ans. Heureux ceux qui sont pétris de frustration, car celle-ci engendre l'ambition. Balzac, Napoléon, Lénine, Churchill, Rocco Siffredi, quel était leur dénominateur commun? La rage originelle, qui souvent éclot lors de l'adolescence, mais qui atteint son paroxysme à 20 ans. Cette rage qui guida les pas de ces illustres aînés. Et qu'importe la couleur de cette rage, qu'elle vienne du ciel ou de l'enfer, pourvu qu'elle nous projette vers le firmament. Dans la mesure où nos insatisfactions, qui, ne l'oublions pas, se nourrissent des rêves que nous désespérons de voir accomplis, sont canalisés dans une ambition fondatrice, oui, il ne faut pas se détourner de cette rage, il faut rester fidèles à ses 20 ans pour pouvoir dire un jour, tel Jacques Vintras, alias Jules Vallès, cette idée veille à mon chevet depuis les premières heures libres de ma jeunesse, le soir, quand je rentre dans mon trou, elle est là, qui me regarde depuis des années, comme un chien qui attend un signe pour hurler
et mordre. Merci. On va maintenant passer aux questions. J'en ai une pour commencer. Je t'en prie. Que vous inspirent les jeunes de droite? Beaucoup parmi eux sont plus lucides. Il y a un certain réalisme à droite. Je pense que... Vous savez, par exemple, prenez un auteur comme Céline, il dégoûte la gauche. C'est bon, il avait politiquement tort, littérairement raison, son antisémitisme et tout ça. Mais n'empêche, quand il disait il faut viser juste, viser bas, il n'avait pas tort, des fois. Vous venez de parler de Céline. Le poète a dit « À 20 ans, rien n'est impossible ». Est-ce que vous pourriez me commenter cette phrase? Bah oui, il y a 20 ans, rien n'est impossible. Parce qu'on n'a pas l'expérience pour nous dire que non, beaucoup de choses sont impossibles. Mais néanmoins, et c'est ce que j'ai défendu, c'est pas forcément rationnel, mais il y a quelque chose en nous qui doit se battre contre cette fatalité qui veut que tout soit impossible. D'accord, alors c'était du Laurie, en fait, il vous l'a pas dit, mais voilà. Mon autre question est un peu plus pragmatique. Est-ce que vous êtes cousin avec le fils de Bernard Thibault ici, et est-ce que vous avez déjà songé à monter un syndicat avec lui? Moi, je suis pour la convergence des luttes, donc ouais, je suis partant. Mais Vous êtes pour la convergence des luttes, est-ce que vous êtes aussi pour l'intersectionnalité des luttes? Attention. je fais Sciences Po, mais je comprends pas encore tout. On a toujours pas compris non plus. Oui, on est bon. On va être bon. Merci beaucoup. Merci. La fidélité. Un scandale. Un scandale. Tout à fait, la fidélité est une illusion, un terrible mensonge. Je ne peux m'empêcher de répondre à ce sujet. Excusez-moi. Je suis offusqué. Veuillez m'excuser, mais il est de mon devoir de vous ouvrir les yeux. Une société trop apeurée, trop effrayée, trop bien rangée à tisser un voile aveuglant derrière lequel vous vous cachez tous depuis trop longtemps. Vous laissez passer les plus beaux instants et les plus belles rencontres de votre vie à cause d'engagements compromis. Mets-toi en couple, tu t'émanciperas, tu te développeras personnellement. Absurdité, fadaise, ineptie. Le couple est la case aux murs les plus petits et les plus écrasants. Il faudrait rester fidèle, alors qu'on est jeune et que toutes les beautés et les trésors de la vie nous sourient et nous tendent la main. Ne vous rangez pas, ne vous casez pas. Regardez-nous, nous sommes libres. Il ne nous viendrait jamais à l'idée le concept absurde de se mettre en couple. De se mettre en couple, de rentrer dans ce moule, dans ce carcan, dans ce corset qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de goûter aux plaisirs charnels, intellectuels et sentimentaux de la vie. À 20 ans, alors qu'on se fout de tout, des règles, des normes, des obligations et des conventions, il faudrait se fixer sur un chemin étroit, accompagné d'une seule personne pour le restant de ses jours. À 20 ans, alors qu'on a la chance de n'être pas encore blasé par la vie et ses travers, il ne faudrait pas s'autoriser à vivre de travers? À 20 ans seulement, il faudrait déjà s'enfermer dans une confiance soi-disant absolue, dans les pratiques qui restent à jamais immuables. Pratique, parlons sexe, parce que c'est franchement central. Tout à fait. Qui à 20 ans souhaite passer toutes ses nuits dans le même lit, avec toute la même personne? Même position, même sensation. Il ne faut pas rester fidèle à ses valeurs. Il ne faut pas rester fidèle. Trahissez-les, trompez-les tous, trahissez-vous vous-même. Mentez aussi souvent que faire se peut. La vérité, la confiance, la constance ne mènent à rien, sinon à l'ennui. La société est une fière des salopes. Elle vous prend par derrière, elle vous prend à la gorge, et si par mégarde ou par pure bêtise vous lâchez prise, elle ne vous lâche plus. Vous voulez rester fidèle? Fidèle aux autres, fidèle à vous-même? Vous restez, tout court. Vous conjuguez votre vie au passé. Vous l'espérez se passer, et vous oubliez le futur. Enivrez-vous sans trêve. Ne craignez pas de vivre vos rêves. Fumez des grosses pliffes, vous deviendrez sans doute moins passif. Je hais et j'emmerde le quotidien et la routine. Je crache sur celles et ceux qui se confortent dans la certitude qu'être accompagné signifie ne pas être seul. Vous êtes aveugle et vous en êtes conscient. Là est votre malédiction. 20 ans, c'est la liberté. Alors soyez libertins. Soyez volages. Vos ailes sont bien trop longues pour voler en couple. Elles s'entremêlent et s'entrechoquent. Vous tomberez un jour. Alors allez toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Allez vous brûler les ailes auprès du soleil. Mettez de l'or dans vos cheveux.
Un peu plus de noir sur vos yeux. Vous voulez vous marier sans vous être jamais marié. Gardez vos rêves de routine pour quand vous serez vieux, moches et là. Il vous sera bien plus compliqué de choper quand vous serez vieux et plein de regrets. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Peut-être il est 21h35, on nous a dit qu'il fallait qu'on termine à 22h, on va pas vous tenir la jambe pendant 25 minutes. Peut-être qu'on va juste prendre 2 minutes pour vous donner des considérations d'ordre général. Alors déjà, un gros bravo, parce que on était déjà là l'année dernière, il y avait Monsieur Germain en plus au milieu de Grégoire et moi. Et on était agréablement surpris. Il y a vraiment eu un upgrade de level. Assez impressionnant. D'abord, le niveau est très homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de foirage, il n'y a pas eu tout le monde qui a été bien et puis un type ou une fille qui a été... c'est vraiment un niveau très homogène et très bon. Et du coup, c'est une vraie belle et bonne surprise. Et c'était assez difficile pour Grégoire et moi d'établir un éventuel classement et décider entre vous parce que pour le coup il y a eu un vrai niveau homogène. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé puisque vous avez assisté à la même chose que nous, mais ça se voit et donc ça c'est un peu les vieux cons que nous sommes. On est assez content de voir que peut-être une année passée pour certaines d'entre vous à vous prendre la parole avec Sciences Polémiques ici, avec le prix Richard Descoings et ainsi de suite, ça marche. Ça marche super bien et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en parlant qu'on devient orateur, hein, et ça se voit vraiment. Ça c'était pour le très gros cœur sur vous tous, votre campus et ainsi de suite, parce que non, c'était vraiment bien. Et du coup, tout ce qu'on va dire maintenant, n'en prenez pas ombrage, c'est évidemment des petits points de détail techniques, mais qui n'enlèvent rien, à votre mérite, au niveau réel, et qui était très bon de ce que l'on vient de voir. Encore une fois, c'était absolument sans comparaison avec l'année dernière. Et c'était déjà bien l'année dernière. Et c'était déjà bien l'année dernière. Donc on va vous faire un petit retour, personne par personne. On a à peu près... Non, on fait un truc global et pas personne par personne. Non, parce que moi, après, on me dit que je suis comme ça. On va les naviguer sans faire les noms. D'accord. On va les naviguer sans faire les noms. Peut-être pour commencer, quelque chose qui a été fait par presque tout le monde, qui est l'énoncé du sujet. Oui, c'est le premier truc, et c'est le premier truc qui a été fait par le premier candidat et par plein d'autres candidats. C'est 2 choses plus précisément. C'est, vous avez un sujet, vous le répétez, on l'a déjà, on vient de l'annoncer, c'est pas la peine. Deuxième chose, le métadiscours sur le sujet. Quand j'ai eu ce sujet, je suis allé sur Google, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dans certains cas, c'est très drôle. L'épisode de Doctissimo, on était pliés de rire. Voilà. Le problème, c'est que c'est vraiment vu et revu et re-revu. Vous avez à peu près un tiers des gens qui font ça. C'est pour ça que on commence à s'y habituer. Hein, mais le fait de dire quand j'ai vu mon sujet... Non, parce que Doctissimo, il n'y a que toi. Je te rassure, t'es tout seul. C'est pas grave. Donc, faites attention à ça. C'est un petit peu trop facile. Ça peut être utile, ça peut être drôle. C'est un petit peu commun. Et ça commence aussi, je vais revenir plus que sur le métadiscours, il a parfaitement raison et je suis d'accord avec lui. Moi, plus sur l'énoncé du sujet au début, ça correspond aussi à quelque chose qui est en fait assez vulgaire au sens de commun et qui du coup dégrade un peu la valeur de votre parole. On vous demande ici de ne pas faire un exposé, on ne vous demande pas de faire un discours conversation, ni même un one-man show, même si vos discours ont été pour la plupart d'entre eux très drôles et très réussis, et c'est effectivement, ça fait partie d'attente de l'exercice, mais on n'est pas dans l'exercice formel du one-man show, des choses comme ça. Et ce fait de dire le sujet tout début correspond aussi avec un autre défaut, qui est celui de vous arriver, vous n'avez même pas terminé de marcher et de vous installer derrière le pupitre, que vous êtes déjà en train de... Je casse le matériel, en train de commencer à faire votre discours. Prenez le temps, n'hésitez pas, marquez un silence. On vous dit généralement quand vous pouvez quand vous pouvez commencer, vous posez vos feuilles, ne les agrafez pas parce que sinon il vous arrive des choses comme ce qui est arrivé à je ne sais plus qui, où il y a un moment gênant de retournage de la feuille où vous perdez 5 secondes. Prenez le temps et voilà, posez votre voix. Ça permet de solenniser tout simplement votre intervention. Ça permet de tout de suite poser la règle qui est que ça ne commence que quand moi, l'orateur, j'aurai décidé de commencer. Et comme prendre la parole en public, devant un amphithéâtre, que ce soit avec un micro ou sans micro, ça n'a rien d'évident, c'est très compliqué, c'est une source de stress immense, de plaisir aussi, mais de stress, il est là, on le sait tous. Eh bien, le fait que vous instauriez ce rapport de force
en votre faveur au début, eh ben, ça peut vous aider ensuite à mieux maîtriser votre temps, votre discours. C'est vraiment Un une défaut- banalité, mais le silence est très éloquent, que ce soit au début ou que ce soit pendant votre discours. N'hésitez pas, voilà, on ne vous dit pas de faire des gros blancs, mais si vous avez besoin de prendre 5 minutes pour, pas 5 minutes, mais 5 secondes pour retrouver si vous êtes perdu, si vous avez perdu une ligne, si votre truc est écrit trop petit, que vous n'arrivez pas à lire comme on avait l'impression que c'était le cas pour certains. Il n'y a pas de honte à faire un silence et à recapter l'attention de l'auditoire. Parfois, on a l'impression que vous avez vraiment envie de le finir et ça peut être un peu gênant. Donc voilà, prenez votre temps et utilisez les silences. Je sais pas si j'avais déjà fait l'année dernière, mais ça commence à être un peu vieux, mais quand Dominique de Villepin sort du procès Clearstream, il sort du tribunal, il est dans la grande salle des pas perdus du tribunal de Paris, il y a toutes les caméras qui sont devant lui, il s'approche et Je il pense fait... que tu l'as fait à tous les campus, celle-là. Ouais, mais je sais plus si j'avais fait l'année dernière. Voilà, et ça, alors je vais le faire très rapidement, il fait « Je suis ici par la volonté d'un homme. Nicolas Sarkozy. » Non, il fait un vrai silence. Ouais. Nicolas Sarkozy. Qui a, et sur ce même rythme, qui a décidé de me prendre un croc de boucher. Sur le même rythme très lent avec des pauses immenses. Et alors, quand nous, on regardait devant la télé sur le JT de 20h, à l'époque c'était Daniel Bilalian, on regarde ça, on se dit pas, mais pourquoi il fait des pauses comme ça? On se dit juste, waouh, il parle trop bien. Donc voilà, il n'y a pas de problème à faire des silences. Oser, il faut, voilà, c'est vraiment cette idée de solenniser votre parole, même si c'est pour dire une énorme bêtise après. Mais voilà, posez des règles, n'ayez pas peur du silence, vous êtes le maître de votre temps, surtout que mis à part un cas, et encore c'est une histoire de quelques secondes, vous avez tous été largement dans les clous du temps qui vous est imparti pour cet exercice. Alors, le respect du temps était effectivement un des points positifs, puisque à quelques rares exceptions, on n'a pas eu besoin de le signaler, vous étiez parfaitement dans les clous, donc merci de ne pas avoir fait de prise d'otage comme on peut parfois en avoir. Un autre point sur lequel je sais qu'on n'est pas forcément d'accord avec Pierre-Noël, donc oui, on va se battre. Justement, on ne se battra pas trop Ah bon là-dessus, mais quelque chose qui peut être gênant, et c'est pour ça qu'à Paris, je suis quasiment sûr, dans toutes les salles de sélection pour Paris, on n'a pas de micro et on n'a pas de pupitre. Vous avez un problème, vous aimez vous accrocher à des trucs, et donc ça donne ça. Si vous pouviez éviter, ça vous libérerait. Ça vous éviterait de vous crisper sur quelque chose. Alors je sais que voilà, Pierre-Noël, ça le gêne beaucoup moins qu'il cite l'exemple de quelqu'un qui est effectivement très brillant et dont on nous parle à Poitiers depuis à peu près 10 ans. Qui a alors gagné qu'il le été prix jury, Philippe Séguin voilà. en restant pendant tout son discours accroché à son pupitre comme ça. Il n'était pas accroché au micro non plus, mais il était accroché à son pupitre comme ça. Il crispait le mec comme ça et il a gagné le prix Philippe Séguin. C'était la 2e édition. Ça peut être un contre-exemple, mais c'est vrai que... Donc sur ce point-là, les avis diffèrent, mais faites attention à ne pas vouloir vous accrocher, à vous protéger derrière ce pupitre qui ne devrait pas être là en fait. Ça c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, ça découle de ça, c'est soyez stable sur vos pieds. On a à peu près un tiers, alors vous les voyez pas, mais on a à peu près un tiers qui sont en mode flamant rose, et voilà, qui sont comme ça, en mode ballerine, avec un pied qui touche le sol, l'autre on sait pas trop ce qu'ils font avec. Et ça perturbe complètement votre discours parce que du coup vous vous balancez, vous n'êtes pas stable, du coup vous vous accrochez au pupitre. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être la chose la plus facile à corriger. C'est quelque chose. Voilà, quand vous prenez conscience, c'est très facile à corriger. Et ensuite, le fait aussi de s'accrocher à quoi que ce soit comme ça fait que vous pouvez avoir aussi des gestes qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous dites. Je donnerai l'exemple, je ne le vois pas dans la salle, c'est pas grave, moi j'ai vraiment aimé son discours, qui était le faux marxiste, ou le marxiste du 7e arrondissement de Paris. Voilà, c'est toi, exactement. À un moment de ton discours, tu as commencé à mettre ta main ici. Et ça ne correspondait à rien du tout par rapport au discours, ça ne servait absolument pas tes propos. Et c'est un petit geste parasite, là honnêtement ça va, parce que c'est la 2e soirée des sélections que je fais, la première pour Grégoire, vous n'êtes pas très nombreux, il y a 12 candidats, donc c'est pas beaucoup, mais quand au bout d'un moment on peut être fatigué et ainsi de suite, eh bien il se peut qu'un jour il y ait quelqu'un qui arrête de t'écouter et qui se dise mais pourquoi il fait ce geste ? Et qui se concentre sur le geste au lieu de se concentrer sur ce que tu avais à nous dire, et ce que tu avais à nous dire était assez sympathique. Donc voilà, si vous faites essayez de penser, quand vous pensez votre prise de parole, il faut aussi penser vos gestes et faire en sorte que les gestes que vous faites servent cette prise de parole. Votre corps entier doit être tourné vers le message que vous souhaitez faire passer.
Alors, il y a autre chose sur lequel, pour le coup, je n'ai rien à dire, donc je ne vais pas y rester 3 heures, c'est la qualité de l'écriture de vos discours. Globalement, c'est bien écrit, vous êtes cultivé, vous écrivez bien, il n'y a pas de choses stylistiques absolument ignobles. Ils sont tous répondus au sujet. Tout a répondu au sujet. Il n'y avait pas de choses d'une vulgarité innommable comme on peut l'avoir à certains endroits. Que j'ai vu à Reims une fois un truc qui aurait dû passer au pénal tellement le mec était malade. Donc vraiment, bravo à vous là-dessus. On voit, je ne sais pas si vous y avez passé du temps, mais en tout cas, c'est d'une très bonne qualité littéraire et d'un contenu qui est très satisfaisant. Donc on a rien à vous apprendre là-dessus, c'est déjà très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Moi, j'ai peut-être un dernier truc à faire avant après de rentrer dans les choses plus personnelles, mais donc individuellement, s'ils veulent venir nous voir, parce que. Oui, on fera ça après si vous avez des questions, mais là, voilà, on va dernier terminer point là. qui est sur les variations de ton au sein de vos discours. On a eu, mis à part peut-être 1 ou 2 candidats ou candidates, on a eu un peu les deux extrêmes. Alors, c'était pas très grave parce que comme tout était très bien, et je redis encore que c'était très bien parce que après, les Parisiens, ils sont après, on va se faire crier ainsi de dessus. suite. Voilà. J'ai déjà eu les retours de Poitiers d'hier, je peux vous dire que je suis encore habillé pour Ils l'hiver. sont méchants. Mais ce qu'on voulait vous dire, c'est que on a eu un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire soit des discours où vous étiez toujours sur le même ton, le même volume sonore, le même phrasé, la même façon, le même rythme, ou alors des discours où vous changiez de ton, mais peut-être de façon un peu trop exagérée et aussi renforcée par l'effet Larsen qu'il pouvait y avoir sur le micro. Peut-être qu'entre ces deux attitudes, il y a l'attitude qui a été choisie par certains d'entre vous avec énormément de succès, qui est de varier le ton, varier le volume sonore pour faire un passage plus rigolo, un passage plus personnel, un passage peut-être plus engagé, plus vindicatif, mais c'est aussi très important de réussir à faire bien ces variations parce que malgré tout, et même si vous avez respecté le temps, un discours de 4 à 5 minutes, c'est très long. Et au bout d'un moment, parce que c'est comme ça, on peut, nous, commencer à avoir une idée, à être attiré par un mot, une phrase, et puis commencer à penser à quelque chose, et du coup ne plus vous écouter pendant quelques secondes, et après avoir du mal à re-rentrer dans votre discours. Le fait de varier les tons, de varier les phrases, de varier les rythmes au sein de votre prise de parole, pourra nous permettre à nous de mieux nous y retrouver, parce que en plus des mots prononcés, par la musique, on peut aussi savoir à quel moment vous en êtes de votre discours et quel est le message. C'est une sorte de bouée de sauvetage en plus à nous donner pour comprendre la valeur de ce que vous êtes en train de nous dire. Et c'est parfait parce qu'il en reste 1 minute avant la fin, donc on est à peu près dans les temps. Moi j'avais un dernier point qui était sur les questions. Les questions font partie de votre discours, ou en tout cas de votre prestation, et donc il ne faut pas les négliger. Les punchlines, les réponses en oui ou non, ou je pense, ou les choses que vous pensez incisives mais qu'on voit finalement assez souvent, marchent souvent 1 fois, 2 fois, ok, 3 fois ça peut être compliqué. Donc il faut bien valoriser ça, et voilà, essayez de bien calculer ça aussi. À propos des questions, est-ce qu'on peut dire que le Père Noël est une ordure ? Honnêtement, on va mettre ça sur le compte du vendredi 21h48. Et des drogues que vous prenez dans ce campus. Il faut quand même savoir que ça fait depuis à peu près la classe de 5e qu'on m'a plus fait la remarque. Voilà, si j'ai dû la faire 2-3 fois, mais bref. Oui, parce que tu es une ordure. Et alors, non, juste par rapport, je termine sur les questions après, voilà. Par rapport à ce que disait Grégoire sur les questions, vous avez le droit de faire la punchline, le truc incisif qui fait marrer tout le monde. Et Grégoire l'a même fait, puisque Grégoire, au final, le prix Fipsega, il commence à chaque fois en disant c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. 10 questions comme ça. 10 questions où il commence toujours comme ça, ça fait rire. Mais après, il y a un développement. Après, il y a quelque chose où vous devez aussi nous montrer, à nous le jury, un peu nous caresser dans le sens du poil en disant votre question est extrêmement intelligente. Et après avoir fait rire et montrer que j'ai de la répartie comme ça, je vais un peu essayer de vous répondre. On avait une question qui était là. Donc vous privilégiez des réponses plutôt longues où on développe plutôt une approche philosophique que drôle. Les deux en fait. C'est-à-dire que on teste à la fois ta répartie et ta capacité à développer sur un avis qui, même s'il n'est pas le tien, on ne vous demande pas de nous dire la vérité, même pendant vos discours. Même les discours, je ne sais pas si par exemple, j'ai appris le discours que nous on a trouvé parce qu'on ne le connaît pas très personnel sur le campus de Nancy et ainsi de suite, il y avait une part de comédie. Même tu l'as dit à un moment dans les questions qu'il y avait une part de comédie. Sauf que nous on l'ignorait cette part de comédie et on a trouvé ça très très vrai. Ce qu'on demande c'est que vous nous donniez l'illusion d'eux et ça passe aussi dans les questions. Voilà. Et donc on est disponible pour répondre à toutes vos questions après. On va conclure pour l'instant. On va vous remercier encore une fois et vraiment bravo d'être venus, à tous les candidats et au public. Encore merci beaucoup.
Et bravo à Sciences Polémiques Nancy. C'était très bien organisé. C'était On est vraiment très content sympa. de venir. Merci.